L'agression spectaculaire d'une patrouille de policières à Paris a bouleversé l'opinion. Il se trouve que ce dernier, qui s'est montré héroïque, est originaire de la Martinique. La mobilisation sociale persiste. Les syndicats des agents des finances publiques et ceux de l'éducation nationale sont toujours le point levé contre la politique du gouvernement. Le secrétaire académique du SNES-FSU est notre invité ce soir. Et les nouvelles recrues de la compagnie Gospel sur la colline sont fin prêtes. Vous verrez en avant-première les derniers réglages de leur spectacle avant le grand show de samedi soir. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Cette scène était à la une de la presse et des réseaux sociaux. On y voit un policier sortir de sa voiture après que la vitre de celle-ci eût été brisée, parant héroïquement les coups qui lui étaient portés et quittant les lieux sans riposter et sans faire usage de son arme. Cet agent de police qui est devenu un héros sur les réseaux sociaux est d'origine de la Martinique. Voici le reportage de nos confrères Myriam Boiscoulin et Michelet François. Le policier sur ces images amateurs est originaire du nord de la Martinique. Il a grandi dans cette maison au Carbet. Regardez-moi ça. Et puis il ne pouvait pas sortir puisqu'il y avait des voitures. Sa maman découvre la vidéo ce matin. Regardez ça, mon Dieu. Ils envoient des projectiles. Si je pouvais aller et puis les tenir par la tête, les faire comprendre. Le jeune policier agressé à la barre de fer est le fils unique de Joséphine. Ce matin, à mon réveil, je l'ai appelé pour savoir comment ça s'est passé la nuit. Il m'a dit ça va et la voix était mieux aussi. Donc l'après-midi, il m'a dit on a tapé sur moi. Bon, ça va, ne t'inquiète pas. Un agent lui-même fils de policier en poste depuis 1 an. Il vivait bien son travail de policier. C'est ce qu'on lui a appris, il a fait. Parce que l'autodéfense, moi je vois, c'est l'autodéfense qu'il est en train de faire. Kevin Philippi est papa d'une petite Kélicia. Il a quitté la Martinique à 25 ans pour travailler dans la restauration. Je remercie tous les gens qui sont venus porter secours. Je ne les connais pas, mais je leur dis merci. Parce qu'en tant que maman, je dis merci. Parce que je pense à Clarissa Jean-Philippe. J'ai une pensée pour la maman de Clarissa Jean-Philippe. Et je dis, je comprends. Je comprends sa douleur. Surtout, c'est mon fils unique. Le jeune policier était en marge de la manifestation pour dénoncer la haine contre les forces de l'ordre. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux sur Internet. Les réactions sont parfois drôles. Admiration, un héros pour certains. Cet internaute salue le courage du policier et l'imagine même en équipe de France. L'agent s'en sort avec quelques blessures légères au crâne. Il a reçu cet après-midi la visite du ministre de l'Intérieur. Une enquête pour tentative d'homicide volontaire a été ouverte par le parquet de Paris. Et sachez que le CREFORM, le Conseil représentatif des Français d'Outre-mer, par la voix de son président Patrick Caram, a indiqué par communiqué qu'il souhaite que ce policier puisse intégrer une école de gardiens de la paix et qu'il soit décoré pour son acte héroïque. Cette nouvelle ne vous a certainement pas échappé. Le vol MS-804 d'Egypte Air effectuant la liaison entre Paris et Le Caire a disparu des écrans radars dans la nuit de mercredi à jeudi. Ce genre d'incident peut effrayer. Craignez-vous de prendre l'avion? C'est la question que vous a posée Karen Diamin. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez peur de prendre l'avion, de voyager? Pas du tout. Pourquoi? Parce que moi, j'ai pas peur de la mort. Est-ce que vous avez peur de voyager, de prendre l'avion? Non, pas du tout. Pourquoi? Mais ou pour moi, à droite, pour moi, à gauche, pour moi, à terre, pour moi, en l'air, ça dépend. Mais le problème qui a posé, vous savez, allez là, pays en crise, c'est tout pas tenir la guerre, ni bordel, ni problème dans le monde entier. Mais bon. Est-ce que vous avez peur de prendre l'avion? Non. Pourquoi? Je vois pas pourquoi. Avec tous les cas de détournement, terroristes, etc. Non, ça fait pas peur. Est-ce que vous avez peur de voyager? C'est vrai, au-delà des menaces terroristes, c'est vrai que l'avion, d'une manière générale, fait peur. Mais en plus de ces menaces-là, c'est vrai qu'on craint quand même quand on prend l'avion. Mais avec tous les moyens de sécurité qui a été développés et surtout mis en œuvre ces derniers temps, ça rassure quand même. Mais la crainte est là. Est-ce que vous avez peur de voyager aujourd'hui avec tout ce qu'on entend, les disparitions d'avions? Non. Pourquoi?
En fait, à mon avis, les risques sont là tout le temps. Donc, quand on voyage, on connaît qu'il y a ces risques. Donc, oui. Est-ce que vous avez peur de prendre l'avion, de voyager? Absolument pas, parce que je pars du principe qu'on n'est même pas tranquille chez soi. On n'est pas tranquille sur la route non plus, donc je n'ai pas peur de prendre l'avion. Pas de problème. Est-ce que vous avez peur de voyager? Un petit peu, oui. Pourquoi? Tout ce qui se passe, les avions qui se crachent, les kamikazes et tout, je pense que c'est un petit peu litigieux. Est-ce que tu as peur de voyager avec tout ce qui se passe en ce moment? Alors c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe, on a un petit peu d'appréhension avec les actes terroristes qui se sont produits dernièrement, mais je pense qu'il faut être libre, montrer qu'on est plus fort que ça. Et voilà, il y a beaucoup de choses à découvrir dans le monde. Voilà, non, j'ai pas peur. Alors, est-ce que vous avez peur de prendre l'avion, de voyager? Oui, beaucoup. Pourquoi? Après tout ce qui se passe, les crashs, les djihadistes, comme on dit là, j'ai vraiment peur. J'y vais parce que c'est pour ma fille, mais sincèrement, j'ai peur. Les syndicats des agents des finances publiques et ceux de l'éducation nationale se sont fait entendre aujourd'hui. Les premiers, mobilisés depuis mardi dernier, n'en décolèrent pas. Ils dénoncent de mauvaises conditions de travail et la suppression d'emplois. Et du côté de l'éducation nationale, dans leur viseur, la réforme des collèges. Guillaume Marceau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le secrétaire académique du SNES-FSU. Je vous propose d'abord de faire le point sur ces conflits sociaux avec Nathalie Dinan et Patrick Curie. On regarde. Depuis mardi, les agents des finances publiques bloquent tour à tour les pôles d'accueil. Aujourd'hui, les mobilisations concernaient les trésoreries de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre. Regroupées en intersyndicales, les centrales FO, Solidaire et la CGT appelées à lutter pour des moyens supplémentaires pour assurer un service public de qualité. L'emploi aujourd'hui, nous avons estimé entre 100 et 150 emplois qui manquent en Guadeloupe, sur un effectif de 641. Depuis 2008, en 2008, on était 730 agents à peu près, et aujourd'hui nous sommes 641. Et il faut savoir que la réalité, on affiche une administration qui serait très moderne en matière de réception du public, sauf qu'on a une particularité en Guadeloupe. Nous n'avons pas les mêmes moyens en termes d'Internet, nous avons une population âgée, nous recevons beaucoup de gens. Et aujourd'hui, il faut savoir que sur des sites comme Mont Carmel, comme le Lamentin, à 8h30, 9h, nous sommes obligés de renvoyer les gens chez eux. Donc, les conditions des salariés ne sont pas acceptables, mais les conditions d'accueil des usagers guadeloupéens ne sont pas acceptables. Ces agents réclament la venue d'un médiateur, estimant le dialogue rompu avec le directeur régional. Ils sont déterminés, la grève continue. Autre mobilisation, autre forme, les syndicats SNES, NUIPP, FSU avaient convoqué une conférence de presse contre la réforme des collèges. Une réforme qui va, selon les représentants des enseignants, mettre en difficulté les professeurs et en péril la réussite des élèves. Le second degré, fortement touché, maintient la pression. Nous ne pourrons pas donc faire bénéficier aux enfants notamment des options nécessaires à leur bon épanouissement. Cette réforme, tout simplement, permet de supprimer les postes et ne permet pas de résoudre les difficultés d'apprentissage des élèves. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement nous mobiliser. On voit bien que lorsque les parents d'élèves se mobilisent dans les écoles, ils obtiennent les annulations de suppression de postes. Il faudrait que l'ensemble des parents d'élèves dans les collèges, dans les lycées, mais également dans les écoles élémentaires, se mobilisent pour exiger du recteur de nouveaux moyens pour l'académie. On ne peut pas aujourd'hui assurer une rentrée scolaire de qualité si nous n'avons pas les moyens, et notamment les moyens en hommes. Comment réussir avec moins d'heures de cours? Allons-nous vers une éducation à la carte scolaire? Les enseignants comptent utiliser tous les moyens pour faire annuler cette réforme et ces suppressions de postes. Guillaume Marceau, les élèves auront de nouveaux programmes, de nouveaux manuels, de nouveaux emplois du temps, une langue vivante dès la 5e, ainsi que deux nouveaux dispositifs d'accompagnement personnalisés. Qu'est-ce qui vous dérange dans cette réforme ? Ce qui me dérange, c'est la stratégie de communication qui a été mise en place par le ministère pour faire croire qu'en fait, on allait faire plein de choses pour la qualité et pour l'égalité, alors qu'en fait, la seule chose qu'on fait, c'est supprimer des moyens. Derrière l'image de la réussite de tous les élèves, en fait, on met en place un tri social. Un tri social qui s'opère comment ? Très simplement, la réforme des collèges, c'est 26 heures bloquées par niveau. Ça veut dire que si on fait le total par rapport à aujourd'hui, on perd 4h30 d'enseignement hebdomadaire.
Ça, c'est la réalité quand on fait une addition. La ministre n'a jamais voulu communiquer sur le sujet. Quand elle parle ensuite des dispositifs qui existent déjà, puisque l'accompagnement personnalisé existe déjà aujourd'hui et qu'elle prétend le généraliser, ce qu'elle fait, c'est qu'elle le prend sur les moyens disciplinaires qui existent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'était en plus, à partir de la rentrée de septembre 2016, ce sera à la place d'eux. Et donc forcément, ça nous pose un problème. Que craignez-vous, une ghettoisation des établissements scolaires ? Bien évidemment, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que comme on prépare la rentrée de septembre depuis le mois de janvier, février, avec les moyens qui arrivent dans les établissements, on s'est aperçu d'une chose très simple. 35 suppressions de postes dans l'académie, les 35 suppressions, elles ont lieu exclusivement en collège. Et qu'est-ce qui est supprimé? Ce sont les options, le latin, le hindi, les classes bilingues. Et donc ces dispositifs-là qui étaient présents dans la plupart des établissements scolaires, eh bien, à la rentrée scolaire, ils auront simplement lieu dans quelques établissements scolaires vers lesquels le rectorat dira « mais non, vous voyez bien qu'on n'a pas tout supprimé, allez voir dans tel endroit, mais il y aura un collège qui aura quelques options et tous les autres qui n'auront plus rien, simplement les matières de base, le socle commun que nous dénonçons fortement. » Tous les syndicats ne sont pas opposés à cette réforme, plutôt le SNES-FSU, le vôtre. Cela veut dire qu'il y a nécessité de réformer le système éducatif. Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour sauver l'école et pour lutter contre le décrochage scolaire ? Alors, tout simplement, augmenter les moyens. Derrière cette idée, alors vous dites que le SNES-FSU, on n'est pas seul. Il y a 80% de la profession, 80% des syndicats qui sont opposés à cette réforme du collège. Et les parents d'élèves, la semaine dernière, ont voté une motion contre la réforme du collège, alors que jusqu'à maintenant, ils disaient qu'ils étaient pour. Ce qu'il faudrait, et notre projet il est très simple, c'est de dire qu'on mette des moyens en œuvre, diminuer le nombre d'effectifs par classe, mettre en place des véritables enjeux disciplinaires et pas de l'interdisciplinarité pour faire joli, mais bien des matières, puisqu'on est formé sur une matière disciplinaire, et on sait que c'est comme ça que les élèves en difficulté réussissent le mieux. Et c'est ça que nous proposons. Nous sommes à 4 mois de la prochaine rentrée scolaire. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que les enseignants sont prêts justement à appliquer cette réforme, si elle doit avoir lieu ? Personne n'est prêt à l'appliquer, ni les enseignants, ni les chefs d'établissement, ni les corps d'inspection. À part la ministre qui crie partout que tout est prêt, que tout est formidable, rien n'est prêt. Les éditeurs ont déjà expliqué que la moitié des manuels ne seraient pas prêts à la rentrée scolaire parce qu'ils n'ont pas les moyens, vu que la ministre a décidé de manière surprenante de changer les 4 programmes, 6e, 5e, 4e, 3e en même temps, donc 4 fois plus de travail pour les enseignants d'un coup, donc dégradation du travail pour les élèves, forcément. Quand on fait beaucoup de travail, une surcharge de travail, ça va créer des conditions déplorables. Eh bien, les éditeurs ne sont pas capables de fournir les manuels, et des manuels qui sont mauvais, il faut bien le dire. Et vous n'avez pas été formés ? Les formations qui ont lieu, c'est des formations où les formateurs, on leur dit qu'est-ce que vous voulez faire pour vous former ? En gros, apprenez à vous former par vous-même, parce qu'en fait, personne n'a de solution. On sait très bien que dans la situation aujourd'hui, la réforme du collège, c'est une escroquerie. C'est de la communication pure et simple. Et donc, chaque enseignant va faire ce qu'il va pouvoir dans son coin pour mettre en œuvre, mais personne n'a de solution et personne ne sait concrètement ce qui va se passer à la rentrée. Alors, à la rentrée, vos camarades, en tout cas de l'Hexagone, envisagent de se mobiliser. Doit-on s'attendre à des journées de grève à la rentrée scolaire ? C'est évident. En Guadeloupe, hein. Mais bien évidemment. Dans l'Hexagone, il y a l'opération Grain de Sable qui montre que toutes les formations ne fonctionnent absolument pas avec de nombreuses révoltes dans de nombreuses académies. À la rentrée en Guadeloupe, avec des établissements dont les classes vont déborder, sans manuel scolaire, avec des conditions de travail qui ne s'amélioreront pas. Je rappelle que le bâti scolaire est dans un état déplorable, que nos camarades de PS font cours dans des salles de classe parce qu'ils n'ont pas les moyens, comme au Lamentin ou à Bimbourg. À la rentrée scolaire, il faut s'attendre à une véritable explosion dans l'éducation, voire une explosion sociale, puisqu'on voit que les problèmes se multiplient et ne touchent malheureusement pas que l'éducation. Vous pensez que vous auriez la possibilité de faire pression sur le gouvernement et annuler cette réforme qui se prépare depuis 1 an ? On est bien d'accord, mais la ministre ne veut pas entendre que cette réforme ne peut pas avoir lieu en l'état. Nous disons aujourd'hui que si elle continue comme ça, la rentrée va être catastrophique et la rentrée va être marquée par une très forte mobilisation sociale, voire même par une grève totale dans l'éducation, puisqu'on ne pourra pas travailler dans ces conditions-là à la rentrée. L'État est en train de grignoter un petit peu partout dans plusieurs secteurs, notamment l'éducation nationale. Si on devait prendre en compte cette réalité économique, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que l'école fonctionne ? Mais pour que l'école fonctionne, il faut non pas voir l'éducation nationale comme un coût, mais bien comme un investissement pour l'avenir. Et donc arrêter de dire que l'école coûte cher. Si l'école coûte cher, c'est parce que c'est une école de qualité. On montrait hier soir dans certains reportages que des gens revenaient de l'étranger pour inscrire leurs enfants en France dans le système scolaire. C'est bien que ce système scolaire est de qualité. Donc s'il est de qualité, il faut investir dedans et donner aux professionnels que sont les enseignants les moyens de réussir. Et ces moyens de réussir, c'est pas plus de 25 élèves par classe. Et en Guadeloupe,
toute la Guadeloupe en éducation prioritaire, 20 élèves par classe, et là nous aurons les conditions pour permettre à la jeunesse guadeloupéenne d'avoir une chance de sortir de ce chômage qui est monstrueux dans notre académie. Guillaume Marceau, merci d'avoir répondu à nos questions. La sonnerie de la fin de l'année a retenti à l'Université du Temps Libre sur le campus de Fouillol, vous devez certainement connaître. Ces élèves d'un certain âge étaient invités à échanger et à partager un moment de convivialité, l'occasion de faire la promotion de cet espace dédié aux aînés. Nathalie Dinan et Patrick Curie y étaient également, on regarde. Il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Voir la vie en rose pour les élèves de l'Université du Temps Libre, c'est possible. À l'âge de la retraite ou en congé parental ou tout simplement sans emploi, ils sont nombreux à avoir envie de se former encore, de renforcer leurs connaissances et compétences. L'Université des Antilles, à travers son service de formation continue, met à disposition des enseignants qui dispensent pas moins de 30 modules en langue, en informatique, en arts et civilisation, en lettres et sciences humaines et sociales. Ce public qui gère son temps en fonction de ses envies peut également participer à des activités sportives et culturelles. Aujourd'hui, c'était la fête et aussi l'occasion pour l'université de faire la promotion des disciplines enseignées et d'exposer le travail des élèves, particulièrement en arts plastiques. Jackie Dahomey, philosophe, enseignant à la retraite, était venu échanger avec ce public sur le rôle des retraités et sur l'évolution de la société. Le financier qui m'a envoyé un texte qu'il a fait, et c'est sur des femmes à Guadeloupe, j'ai reçu ça hier soir, et il montre que les femmes sont de plus en plus seules. Il y a une évolution culturelle, il y a une évolution du rapport aux parents-enfants, il y a une évolution de la mère, il y a une évolution de l'épouse, il y a une évolution de tout. Une intervention qui a beaucoup plu et qui a permis à de nombreux participants de ne pas se sentir seuls hors du coup. L'Université du Temps Libre ne délivre pas de diplôme, n'exige aucun diplôme pour y entrer. C'est l'accès à tous vers un savoir. ATV Guadeloupe les avait rencontrés il y a plusieurs semaines, souvenez-vous, Élégance Végétale, la mini-entreprise créée par des élèves du lycée Chevalier Saint-Georges aux Abîmes. Ils ont inauguré ce matin leur boutique, une petite affaire qui prend forme. Reportage Linda Kayarsi. Francie et les petites mains de sa mini-entreprise, Élégance Végétale, attendaient ce moment avec impatience. L'inauguration de leur boutique. Alors, je suis très contente. Moi et mes camarades, nous sommes très fiers de nous parce que ça nous donne de la force pour continuer encore dans notre projet. Parce que c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur pour notre avenir professionnel. Donc, nous sommes très contentes et voilà, pour nous c'est exceptionnel et c'est génial. Un lieu où désormais, chaque création pourra être vue et vendue. La petite affaire prend son envol. Alors cette boutique illustre bien l'esprit que nous souhaitons développer autour des élèves, qui est la production. Comment préparer le jeune Guadeloupéen, la jeune Guadeloupéenne, en sortant du lycée professionnel, à avoir cet esprit d'entreprise et d'aboutir concrètement à un projet. Pour le recteur, invité de marque de cette inauguration, entre le monde de l'éducation et du travail, le fossé se réduit considérablement. Mon ambition pour l'académie, c'est justement qu'on arrive à rapprocher encore plus le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise et développer cet aspect entrepreneurial auprès des jeunes parce qu'ils ont des compétences, on doit pouvoir les écouter, ils ont envie de faire plein de choses et c'est une façon positive de valoriser la jeunesse guadeloupéenne. Prochaine étape de la mini-entreprise, la création d'une boutique en ligne. Objectif, répondre à la demande d'une clientèle qui ne se limite désormais plus à la Guadeloupe. Direction la Guyane maintenant, où les établissements scolaires jouent la carte du tri sélectif. Pendant plusieurs mois, des collégiens ont tout appris pour éviter le gaspillage, des visites d'usines, des ateliers spécifiques. Autant d'expériences qui leur ont permis de mettre au point leur propre projet de tri, des idées innovantes qu'ils ont présentées à leurs camarades et à leurs enseignants. Jonathan Lariot d'ATV Guyane. Dans cette salle de classe, c'est au tour des élèves de prendre les commandes. Et la leçon du jour fait partie du quotidien, le tri des déchets.
ça ne se recycle pas. À part le carton qui est en haut, on l'enlève et on le met dans la poubelle jaune. Et le plastique, on le met dans la poubelle. Depuis bientôt un an, le tri sélectif des déchets fait partie du quotidien des foyers guyanais. Une année pendant laquelle les élèves de 5e du collège Auguste Dédé ont eu plusieurs occasions d'étudier la nature et l'utilité du tri sélectif. À travers leurs expériences, un projet est né, ce bac jaune, construit de leurs mains. À l'image des poubelles jaunes, seuls certains déchets y seront autorisés. Beaucoup de gens ont besoin d'apprendre comment trier, et notamment nous. Au tout début, on ne savait pas du tout trier. Par exemple, j'avais une bouteille en plastique, je me disais pourquoi elle va dans la poubelle et pourquoi ma barquette de viande ne va pas dans la poubelle jaune. Je ne comprenais pas. Donc c'était important de sensibiliser les élèves pour qu'ils comprennent bien pourquoi on trie ces papiers-là et pourquoi on trie aussi les autres objets. Un projet présenté ce matin aux élèves des autres classes de l'établissement. Et si le tri paraît simple, l'erreur est vite arrivée. Par exemple, la boîte en plastique, qui pour moi doit peut-être aller dans la poubelle chaude ou peut-être dans la poubelle ménagère. Le plastique avec lequel on faisait les flacons pouvait se recycler. Mais les plastiques souples, si on peut dire ça, les plastiques légers, comme les plastiques de sachets d'emballage, ça ne se recycle pas, donc ça va dans la poubelle ménagère. Je pense que c'est à cet âge-là, justement, qu'il y a une prise de conscience qui peut se faire. Après, peut-être que c'est un peu trop tard et qu'il y a des habitudes qui sont ancrées, alors que là, les habitudes peuvent se créer, des réflexes tous les jours au collège et à la maison. Il y a beaucoup d'erreurs, donc là, l'idée, c'était qu'il y ait une classe qui soit ambassadrice et qui porte le message auprès des autres élèves du collège et auprès des agents et de tous les adultes du collège, en fait, également. Une matinée consacrée à la sensibilisation. Ces bacs jaunes seront présents dans chaque classe de l'établissement. Les élèves de 5e continuent de faire le tour des différentes salles de cours pour que chaque jour on puisse respecter un peu plus notre planète, la Terre. Restez avec nous dans un instant, l'exposition Créa Art, un hommage à la beauté de nos paysages. Et puis nous serons au premier rang pour les dernières répétitions des nouvelles recrues de la compagnie Gospel sur la colline. Valoriser le travail municipal, c'est l'ambition de la ville du Gosier. Le service dédié à l'accueil et au service à la population a ouvert ses portes aujourd'hui au grand public. Les écoliers étaient également invités à découvrir les différentes missions d'une commune. Reportage Karen Diam. Je voudrais vous saluer et saluer vos accompagnateurs, les enseignants qui vous accompagnent ce matin. Ce matin, l'ensemble de la communauté scolaire du Gosier s'est rendu à l'hôtel de ville pour y découvrir les différents services proposés comme l'état civil. Nous sommes là pour les accueillir et leur donner les informations sur ces services et aussi répondre à leurs questions. À quoi ça sert le mariage et pourquoi on se marie? À quoi ça sert le mariage? Ils ont posé des questions très pertinentes et nous pensons que c'est une très bonne chose et nous découvrons avec plaisir qu'ils s'intéressent beaucoup à ce qui se passe autour d'eux et sur ces questions, notamment les questions qu'ils ont posées sur le mariage. Donc nous pensons c'est très intéressant, donc c'est encourageant. Quand tu es marié, tu dois partager ton compte. Le compte? Non, c'est-à-dire que non, mais ça c'est une question intéressante dans la mesure où on n'a pas dit, le maire ne peut pas intervenir à ce niveau-là, mais dans l'acte de mariage, les époux sont responsables. On a dit tout à l'heure, ils se doivent assistance. Donc s'ils ont des moyens, il faut qu'ils aient des moyens pour pouvoir vivre. Donc ces moyens-là, ils doivent les partager. Après une visite des locaux de la mairie, direction l'esplanade où les élèves ont pu découvrir d'autres services, comme le pôle funéraire ou encore le service élection, une approche réelle de la vie publique. C'est un exercice pratique, c'est-à-dire que ce que les enfants apprennent de manière dans les livres, on pourrait dire, ça leur permet d'aller sur le terrain, d'une part, et surtout, ne serait-ce que pour les enseignants qui n'ont jamais eu quelquefois l'opportunité de pénétrer dans les services, de visiter la mairie, de comprendre et de voir de plus près les différents services. Initiée par la municipalité,
Il s'agissait avant tout de valoriser l'expertise et la technicité des agents de la ville. C'était l'occasion pour nous de montrer effectivement les missions qui étaient exercées au sein de la direction de l'accueil et des services à la population de la ville du Gosier, informer donc le tout public et ensuite la jeunesse. Nous avons effectivement convié les jeunes parce que nous avons choisi le thème de la citoyenneté, ce thème qui est essentiel dans une société et surtout dans une actualité qui est suffisamment bouleversée. Avec cette journée porte ouverte à l'ensemble des habitants de la ville, la municipalité a affirmé sa volonté d'être au service de sa population. Au Sénat, un colloque sur les opportunités des départements français d'Amérique s'est tenu aujourd'hui à Paris. Une opportunité surtout pour certaines filières, notamment celle de l'élevage et de la viande bovine en Guadeloupe. Le président Gérard Blombou a donc profité de ce colloque pour exprimer ses inquiétudes. Il espère bien être entendu par les politiques et hauts fonctionnaires. On l'écoute face à la caméra d'Éric Dupuis. Nous sommes producteurs de viande, mais nous nous trouvons face à une concurrence de viande venant de l'Europe, à des coûts de production moindres. Nous faisons de la viande fraîche, il est vrai. Nous recevons de la viande congelée, surgelée de l'Europe, qui nous pénalise parce qu'il y a des coûts de production qui sont moindres, il y a des prix affichés sur ces viandes importées de l'Europe qui nous empêchent, nous, producteurs de ces territoires, d'écouler notre production. Tout ce que nous espérons, à travers toutes ces interventions qui ont été faites pour démontrer en fait la réalité du terrain, nous espérons demain que les politiques qui étaient présents, que les fonctionnaires de l'administration qui étaient présents, que les fonctionnaires européens qui étaient présents, prendront en compte toutes ces doléances et tiendront compte à l'avenir de la réalité de nos territoires pour mettre en avant l'intérêt de défendre ces territoires. La fête du pain a officiellement débuté aujourd'hui au WTC de Jarry à Baie-Mahault. Les artisans ont mis la main à la pâte pour faire découvrir leur univers aux plus jeunes. Reportage Bénédicte Jourdier. Délicatement, cet élève de CM2 tresse sa pâte et c'est avec fierté qu'il apprécie le résultat. C'est génial, on apprend, elle était collante et après elle m'a dit de mettre un peu de farine et après ça j'ai roulé, c'était bon. Cette classe de l'école Louis-André à Baie-Mahault découvre la fabrication du pain avec Jacques Zozo, artisan boulanger de père en fils et grand passionné depuis 32 ans. Le pain fait partie de leur quotidien. Donc comprendre ce quotidien, comment il est fait, comment il est fabriqué. Et aujourd'hui, nous les artisans boulangers, on se forme pour donner le meilleur sur notre territoire de la Guadeloupe. Deuxième chose, essayer de susciter des vocations. C'est un métier noble, c'est quelque chose de fabuleux. On travaille une matière vivante. C'est toute une alchimie. Transmettre ça et espérer que parmi les jeunes, il y en aurait qui viendraient dans ce métier, non par dépit, mais par véritable vocation, qui le souhaitent vraiment. Mettre la main à la pâte est toujours agréable. La démonstration a séduit les jeunes. Certains se voient déjà au fournil. Peut-être un jour, on pourrait devenir boulanger. Vous mangez du pain? Il nous a paru important de ramener les enfants sur cette manifestation, car pour nous, c'est un moyen de les informer sur la fabrication du pain et la diversité des pains qu'ils peuvent rencontrer en boulangerie. Et quelle est la nécessité de manger du pain? Pourquoi en manger? Et surtout la fabrication, parce que bien souvent, ils ne savent pas, en fin de compte, comment est fabriqué ce pain qu'ils mangent quotidiennement. Le pain, produit du quotidien, qui a été bien apprécié à 10h30. Le festival Musicienne en Guadeloupe célèbre la scène féminine depuis 5 ans maintenant. Il débutera demain à la scène nationale de l'Archipel à Basse-Terre. Lydia Jardon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la directrice générale et artistique de ce festival. Féminité, musique, insularité. Il s'agit de mettre à l'honneur les musiciennes guadeloupéennes et plus largement celles de la Caraïbe, je crois.
Disons que le concept qui a commencé il y a 16 ans sur une autre île en France qui s'appelle l'île d'Ouessant, dont l'appellation légendaire est l'île aux femmes, a trouvé son prolongement, une vraie résonance avec la femme potomitan ici en Guadeloupe. C'est important qu'un festival soit en adéquation totale avec un lieu et son histoire. Et Dieu sait si l'histoire de la Guadeloupe est particulière. Donc ce sont des musiciennes d'ici qui prennent par la main des artistes internationales, guadeloupéennes, caribéennes en majorité, qui viennent ici rendre, entre autres, hommage à une compositrice de la Grande Caraïbe que j'exhume parfois des silences de l'histoire, parce qu'elles ont composé avec beaucoup de difficultés au cours des siècles. Dans un premier temps, et c'est une raison pour laquelle il y a une voix de Castra, il y a tout de même un homme, Fabrice Di Falco, qui est là depuis 4 ans, parce que au cours des siècles, l'Église castrait les petits garçons. Il était absolument impensable qu'une femme chante, donc il n'y avait que des jeunes gens qui devaient conserver leur voix, d'où cette mutilation abominable. Le soi-disant siècle des Lumières, tant éclairé, considérait qu'une femme qui aurait publié sa musique, qui eût été publiée, alors là, c'était carrément un état de prostitution. Et bien plus tard, jusqu'à la fin du XIXe siècle, nombre de femmes, de compositrices auxquelles nous avons rendu hommage ici, composaient sous le nom d'un pseudonyme, comme Rebecca Clark l'année dernière, sous le nom d'Anthony Trent, c'était son pseudo, ou bien Fanny Mendelssohn qui composait sous le nom de son illustre frère compositeur, mais c'est lui qui signait ses œuvres, c'est grave, quoi. Quel sera le programme cette année? Je crois qu'il y a 5 dates de prévues. 5 dates de prévues. Demain, un hommage spécifique aux perles du bel canto guadeloupéen. Vous avez de somptueuses voix ici. Je citerai entre autres celle d'Erika Amétis Lormel, qui est une grande voix wagnérienne très puissante, qui est professeure au lycée Nestor de Carmadec. Corinne Nanette, Coretta et Jean-Alexis Moisa. Elles seront toutes accompagnées par Cindy Chanlot. J'insiste sur l'importance de l'accompagnatrice. Elle est professeure au Conservatoire du Lamentin, chez M. Lesdel. Le lendemain, nous aurons une particularité, c'est-à-dire qu'une jeune femme qui était assez timide au départ, qui joue du style pan, on dit une... Oui, c'est bien ça. Une style paneuse, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas. Toujours est-il qu'elle a créé son orchestre de style femmes qui s'uniront, qui s'imbriqueront avec un quintet à vent qui vient de France, d'Allemagne, de Suède aussi. Et puis, elles seront toutes accompagnées par l'OCA, non pas pour faire brancher ici en Guadeloupe, mais parce que l'identité culturelle même de la Guadeloupe, c'est le cas. Il n'y aurait peut-être même pas de langue créole s'il n'y avait pas eu le cas. Donc dans chaque concert, c'était ça ma démarche au tout départ, c'était vraiment épouser la Guadeloupe. Vraiment, un festival qui trouverait son rythme en rapport avec les vibrations de la Guadeloupe. La musique, il y aura une large place consacrée à la musique classique. A-t-elle trouvé son public en Guadeloupe? Mais il y a un public très très demandeur pour cela. Vous savez qu'il y a, alors par exemple, prenons un conservatoire à Baie-Mahault, bien connu, qui s'appelle la Clé des Arts, il y a 800 élèves, il y a énormément d'élèves. Savez-vous que pendant l'année, depuis 5 ans, je viens assez régulièrement donner des cours à des professeurs, des institutions qui le demandent, devant leurs professeurs. Donc, vous avez des jeunes talents, c'est important, vous savez. Il n'y a pas d'art plus structurant que la musique. C'est une école de vie, la musique. Moi, ce que j'enseigne à mes élèves, c'est le plaisir dans l'effort. C'est même pas l'effort avant le plaisir, c'est le plaisir dans l'effort. C'est absolument essentiel. C'est l'éducation. Vous aviez un militant avant, mais c'est tellement essentiel. Vous l'avez dit tout à l'heure, cette édition sera dédiée à Tania Léon, figure de proue de la musique Tania Justina Léon, cubaine. Compositrice cubaine, nommée en 2008 ambassadrice des États-Unis à Madrid. Ambassadrice culturelle des États-Unis à Madrid. Elle est née à La Havane en 1943. C'est une femme chef d'orchestre, compositrice. Elle a travaillé avec Leonard Bernstein. Et elle est professeure à
et à Yale. Donc c'est une grande, grande dame. Ses œuvres ont été réadaptées, car c'est un autre travail qui se fait ici par un professeur d'un conservatoire à ProMusica, dont l'essence même est d'être ethnologue. Elle a écrit beaucoup d'ouvrages sur le cas, Frédérica Plas-Dash, et elle a réécrit cette musique de Tania León, adaptée aux instruments dont je vous parlais tout à l'heure, entre autres le quintet avant pour l'orchestre de style femme. Nous n'avons pas fini de décliner, si j'ai encore un tout petit peu de temps. Malheureusement, je n'ai plus de temps. Alors, musicienne-en-guadeloupe.com et vous saurez tout. Lydia Jardon, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Vous connaissez Gospel sur la colline ? Oui, bien sûr, je suis allée le voir à Paris. Alors, depuis plusieurs jours, les 12 nouvelles recrues de la compagnie se préparent pour leur première représentation qui aura lieu le 26 mai prochain au Fort d'Elgrès à Basse-Terre. Linda Cayarci a assisté à leur répétition. Voyons ça. Comment te dire, ça me fait de la peine. Je ne vais pas te mentir, malgré l'ampleur du phénomène. Centre culturel de Sonis, le 20 avril dernier. Myriam tentait sa chance au casting Gospel sur la colline. Tu laissais s'enfuir, sans deviner pour qui te perd. Quelques semaines plus tard, elle fait désormais partie des 12 nouvelles voix et danseurs retenus par la compagnie. Je suis très contente, l'équipe est géniale, ils sont très patients. Par exemple, moi je ne suis pas danseuse, mais il faut apprendre aussi les chorés, donc ils sont vraiment géniaux. Entre nous aussi, les 12 sélectionnés, il y a une très bonne cohésion, donc ça se passe très bien. Aux côtés de Myriam, d'autres talents locaux, comme Andy, qui grâce à de nombreux concours artistiques, a réussi à faire sa place dans le monde du spectacle. J'ai fait l'Agence internationale de comédie musicale, donc à Paris. Donc j'étais dans cette école pendant 2 ans au sein d'une classe élite. Auparavant, c'était le conservatoire à Montréal. Donc voilà, mon parcours, ça a été un peu ça. Et j'ai voulu développer la comédie musicale. Pour ça, j'avais remporté le concours START, qui m'avait permis d'obtenir une bourse de professionnalisation donc pour cette école. Et donc, ces 2 comédies musicales qui se sont enchaînées et aujourd'hui, Gospel sur la colline. Depuis plusieurs jours, les répétitions s'enchaînent à un rythme effréné. Objectif, être prêt pour la représentation du 26 mai au Fort d'Elgrès. Depuis le premier instant dans la répétition, s'est installée une ambiance de travail, de sérénité, de prise de conscience sans avoir peur de l'enjeu. Et là, pour te dire, il ne me reste plus que 2 morceaux à voir, ce qui fait que je vais avoir le temps de réviser, de faire ça calmement. J'ai, en 3 jours, pratiquement vu tout le 2e acte, en souplesse, sans problème. Dès lundi, la quarantaine de comédiens et chanteurs de la compagnie Gospel sur la colline rejoindra les nouvelles recrues. En attendant, elles peuvent déjà compter sur Lisa. La choriste participe à l'aventure Gospel sur la colline depuis le tout début. Au compteur, près de 50 représentations. Ils sont très motivés, ils sont très contents, très enjoués, très concentrés. Et moi, je ne fais qu'essayer de les guider pour aller plus vite parce qu'évidemment, ils ont très peu de temps. Nous avons eu 1 mois et demi pour apprendre le spectacle. Eux, ils ont 1 semaine et demie à peine pour apprendre le spectacle et rentrer dans le rail. Et je suis là pour les guider, les motiver surtout, enfin, en tout cas, les rassurer, comme quoi tout va très bien se passer. En attendant le grand jour, les chants de Gospel sur la colline continueront à faire vibrer les cloisons de cette académie de danse, le temps des répétitions. Et nous refermons cette édition sur cette exposition Créa Art à la bibliothèque multimédia Paul Mado à Bemao. Une dizaine d'artistes exposent leurs créations, un hommage sur toile et sur bois à la beauté de notre archipel. Des images signées Isabelle Hameau.
quelques informations pratiques tout de même avant de se quitter. Il y aura des coupures d'électricité demain à Saint-Louis de Marie-Galante de 8h à 13h et également dans la ville de Bouillante de 8h30 à 10h. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres. À tout à l'heure.